Maman m'annonce le dîner de Noël, réservé aux gens qui réussissent, avec les associés en capital risque de mon frère. J'accepte. Le matin même, ces investisseurs débarquent à mon bureau. Ils découvrent mon portrait dans les Échos, et l'associé principal hurle, car. L'appel est arrivé un mardi matin alors que je passais en revue les rapports trimestriels de mes entreprises en portefeuille. La voix de maman avait ce ton particulier, celui qu'elle prenait pour annoncer des nouvelles qu'elle savait douloureuses, mais qu'elle jugeait nécessaire que j'entende. « Chloé, je dois te dire quelque chose à propos du dîner de Noël », a-t-elle commencé. « Ton frère Damien amène des gens très importants cette année. Des associés en capital risque de son cabinet. Ce sont le genre de relations qui comptent en affaires. » Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, observant le soleil matinal illuminer l'horizon parisien à travers les fenêtres de mon bureau. « D'accord, maman. Alors, nous avons décidé qu'il serait préférable que tu ne viennes pas cette année. Rien de personnel, ma chérie, mais Damien doit faire la bonne impression en ayant sa sœur là. Enfin, tu comprends, tu travailles dans ce petit secteur associatif. Ces gens opèrent à un tout autre niveau. » « Je comprends, ai-je dit doucement. Je savais que tu serais raisonnable. Damien a travaillé si dur pour arriver là où il est. Je dis que son cabinet vient de boucler un fonds de 240 millions d'euros. Tu imagines mon fils gérer une telle somme? Nous sommes si fiers. C'est impressionnant. Bref, nous ferons quelque chose avec toi une autre fois. Peut-être un déjeuner en janvier. Je dois y aller. Je rencontre Damien pour planifier le menu. Ces investisseurs sont habitués à ce qu'il y a de plus raffiné. La ligne est devenue silencieuse. Je suis resté assise un instant, puis je suis retourné au document sur mon écran, une proposition de fusion qui consoliderait 3 de mes entreprises de technologie de la santé en une seule entité évaluée à 380 millions d'euros. Mon assistant de direction, Antoine, a frappé et est entré. « Votre rendez-vous de 10 heures est là », a-t-il dit. Le groupe de capital risque de Dubois et Associés. J'ai jeté un coup d'œil à mon calendrier, c'est ça. La réunion d'examen de portefeuille. Il semble impatient, a ajouté Antoine. Apparemment, ils cherchent à étendre considérablement leurs investissements en technologie de la santé. On dit qu'ils ont 240 millions d'euros dans leur nouveau fonds. Quelque chose a fait tilt. Dubois et Associés. C'est le cabinet de Damien. Antoine a marqué une pause. Votre frère Damien, le même. J'ai redressé ma veste. Eh bien, ça devrait être intéressant. Donnez-moi 2 minutes, puis faites les entrées. Je me suis dirigé vers la fenêtre de mon bureau, regardant la ville où j'avais bâti mon empire en toute discrétion. Pendant 12 ans, ma famille avait dévalorisé ma carrière comme du travail de bienfaisance parce que j'avais commencé dans le secteur associatif. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que je n'avais jamais corrigé, c'est que j'avais fait la transition vers le capital investissement il y a 8 ans. Ils n'avaient jamais posé de questions. Ils avaient juste supposé. Damien avait toujours été l'enfant prodige. Diplômé de HEC, recruté par un cabinet de premier plan, toujours dans le bon costume, toujours dans les bons restaurants. Moi, j'étais allé à l'université publique, j'avais commencé dans une organisation de défense de la santé à but non lucratif, je vivais modestement. Aux yeux de ma famille, j'étais la fille décevante qui avait préféré le sens à la rentabilité. Ils n'avaient aucune idée que j'avais transformé cette expérience associative en une expertise qui faisait de moi l'une des investisseuses en technologie de la santé les plus recherchées en France. Ils n'avaient jamais remarqué quand j'avais cessé de travailler pour le secteur associatif et commencé à acquérir des entreprises. Ils n'avaient jamais posé de questions sur la promotion qui était devenue un poste de vice-présidente dans un cabinet de capital investissement ou sur les 5 années qui avaient suivi, où j'avais créé mon propre fonds. J'avais 34 ans et je gérais un portefeuille d'une valeur de 2,7 milliards d'euros répartis sur 17 entreprises. Mon fonds, Leclerc Capital Santé, avait la réputation de transformer des entreprises de technologie de la santé en difficulté en leader de l'industrie. Je siégeais à 12 conseils d'administration. Le magazine Challenge m'avait consacré, 6 mois auparavant, comme l'une des figures influentes qui redéfinissent l'investissement dans la santé. Mais pour ma famille, j'étais toujours Chloé qui travaille avec les malades ou Chloé dans sa phase caritative. Le pire n'était pas le mépris. C'était la façon dont Damien avait instrumentalisé leur perception. Lors des réunions de famille, il se présentait avec son titre de poste et le nom de son cabinet,
puis me présentait comme ma sœur qui fait des trucs associatifs. Quand les proches posaient des questions sur mon travail, il changeait de sujet. Quand j'ai acheté mon élégante maison de ville dans le 6e arrondissement de Paris il y a 3 ans, Damien a dit à tout le monde que j'avais dû obtenir une sorte de subvention pour les travailleurs du secteur associatif. Noël dernier, Damien avait amené sa petite amie, maintenant fiancée, Léa, qui travaillait dans le marketing. Au dîner, Léa a demandé ce que je faisais. Avant que je puisse répondre, Damien a bondi. Chloé travaille avec des associations de santé. Très noble, mais pas vraiment lucratif. Pas comme le travail que nous faisons dans le capital risque. Papa avait ri. C'est pourquoi Damien conduit une Tesla et Chloé prend le train. Je n'avais rien dit. Même si ma Tesla Model S s'était garée dans mon garage privé et que je prenais le train parce que j'utilisais le temps de trajet pour travailler. Même si la montre à mon poignet coûtait plus cher que toute la garde-robe de Damien, même si le travail de bienfaisance qu'il se moquait m'avait rendu plus riche que tout le monde à cette table réunie, je ne les avais pas corrigés parce que j'avais appris quelque chose de précieux. Être sous-estimé était un avantage concurrentiel. Pendant que Damien dépensait son énergie à prouver sa valeur, moi, je la dépensais à construire. Pendant qu'il était aux bonnes soirées, je concluais des affaires. Pendant qu'il publiait ses succès sur LinkedIn, j'acquérais discrètement ses concurrents. Il y avait une autre raison pour laquelle j'étais restée silencieuse. Je voulais voir jusqu'où ils iraient, à quel point ils révéleraient qui ils étaient vraiment quand ils pensaient que je n'avais rien. Chaque commentaire dédaigneux, chaque conseil non sollicité sur la nécessité de prendre ma carrière au sérieux, chaque événement familial auquel je n'étais pas invité parce que je ferais baisser le ton professionnel. J'ai tout catalogué, non pas par vengeance, mais pour la clarté. Et maintenant, les collègues de Damien, les investisseurs qu'il était si fier d'amener au dîner de Noël, étaient sur le point d'entrer dans mon bureau. Antoine a de nouveau frappé. Mademoiselle Leclerc, ils sont prêts. Faites-les entrer. 3 hommes sont entrés. J'ai reconnu l'associé principal, Bernard Dubois, que je connaissais des conférences du secteur, fin cinquantaine, cheveux argentés, costume onéreux. Derrière lui, 2 jeunes associés. L'un que je connaissais comme le supérieur direct de Damien, Marc Morel, et un autre que je ne reconnaissais pas. Mademoiselle Leclerc, Bernard m'a tendu la main. Merci de nous accorder de votre temps. Je voulais vous rencontrer depuis des mois. Le plaisir est pour moi. Je vous en prie, asseyez-vous. Nous nous sommes installés autour de ma table de conférence. À travers la fenêtre derrière moi, le nom de mon entreprise était gravé dans le verre. Leclerc Capital Santé. En dessous, une ligne plus petite. Chloé Leclerc, fondatrice et associée gérante. Je serai direct, a commencé Bernard. Dubois et associés cherchent à se développer considérablement dans la technologie de la santé. Nous venons de clôturer un fonds de 240 millions d'euros et nous recherchons des opportunités de co-investissement avec des cabinets ayant une réelle expertise dans ce secteur. Marc a hoché la tête. Votre parcours est exceptionnel. La façon dont vous avez redressé Cardiotech, brillante. Et l'acquisition de Healthbridge a été parfaitement exécutée. Merci. Nous espérons discuter de partenariats potentiels, a poursuivi Bernard. Peut-être des opportunités de co-investissement, de partage de flux d'affaires. Nous avons du capital et une expertise d'investissement généraliste. Vous avez une connaissance spécialisée du secteur de la santé et un parcours prouvé. C'est une synergie naturelle. J'ai hoché la tête, écoutant leur stratégie. Ils voulaient un accès à mon pipeline d'affaires. Ils voulaient apprendre mes méthodes d'évaluation des entreprises de technologie de la santé. Ils voulaient associer la réputation de leur fonds à la mienne. Votre fonds est impressionnant, ai-je dit. 240 millions d'euros, c'est significatif. Bernard a souri. Nous en sommes assez fiers. Il a fallu 3 ans pour le lever. L'équipe a travaillé incroyablement dur. Il a désigné Marc. Marc ici a été essentiel et nous avons un jeune associé, Damien Leclerc, qui a été. Il s'est arrêté en plein milieu de sa phrase. Marc était resté complètement immobile, fixant ma plaque nominative sur le bureau. Leclerc, a dit Marc lentement. Damien Leclerc est-il votre frère? J'ai confirmé. La température de la pièce a changé. Le sourire de Bernard est devenu tendu. Je ne savais pas que vous étiez apparentés.
La plupart des gens ne le savent pas. Nous ne fréquentons pas vraiment les mêmes cercles. J'ai gardé ma voix neutre. Damien n'a jamais mentionné avoir une sœur dans le capital investissement. Non, a dit Marc avec prudence. Il a mentionné une sœur, mais il a dit qu'elle travaillait dans le secteur associatif. J'ai commencé là, ai-je dit. Il y a 12 ans, mais j'ai fait la transition vers l'investissement il y a 8 ans. Bernard me regardait différemment maintenant, réévaluant. Damien parle parfois de sa famille. Il a mentionné que ses parents sont très fiers de sa carrière. Il a dit qu'il était le seul de sa famille à s'être lancé dans la finance. C'est techniquement vrai, ai-je dit. Il est le seul dans un cabinet de capital risque. Je dirige mon propre fonds de capital investissement. Le troisième associé, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'est soudainement penché en avant. Attendez, je vous connais. Les Échos a fait ce portrait. Le géant discret de l'investissement dans la santé. C'était vous. Il a sorti son téléphone, a tapé rapidement, puis a tourné l'écran vers Bernard et Marc. Je pouvais voir le titre de l'article et ma photo. Bernard est devenu pâle. L'article mentionnait que vous aviez bâti un portefeuille de 2,7 milliards d'euros, a poursuivi le jeune associé, lisant depuis son téléphone. Il vous désignait comme l'une des investisseuses les plus influentes du pays dans la santé. Il disait que des cabinets établis recherchaient régulièrement vos conseils. Marc faisait sa propre recherche maintenant. Mon Dieu, Challenge vous a profilé l'année dernière. Figures influentes qui redéfinissent l'investissement dans la santé. Vous étiez numéro 4 sur la liste. Numéro 3, ai-je corrigé doucement. Ils ont mis à jour. La main de Bernard tremblait légèrement. Damien n'a jamais rien mentionné de tout cela. Damien ne sait pas, ai-je dit simplement. Ma famille ne sait pas. Comment est-ce possible? Marc avait l'air réellement confus. Je ne leur ai jamais dit. Ils ont supposé que je faisais toujours du travail associatif, et je ne les ai jamais corrigés. Ils n'étaient pas assez intéressés pour poser des questions. Bernard faisait défiler quelque chose sur son téléphone maintenant, son visage devenant plus rouge. Nous avons un dîner de Noël chez ses parents dans 2 jours. Damien a invité les associés. Il a dit que ce serait une excellente occasion de rencontrer sa famille, de voir d'où il vient. Il l'a présenté comme. Il s'est arrêté. Comme quoi, ai-je demandé. Comme un moyen de montrer son milieu familial, des parents qui ont réussi, de solides valeurs familiales. Il a sous-entendu que son succès était hérité. J'ai souri finement. Et qu'a-t-il dit de moi? Marc et Bernard ont échangé des regards. Marc a parlé avec prudence. Il a dit que vous étiez dans le secteur associatif, que vous n'aviez jamais vraiment trouvé votre place professionnelle, que vous étiez le membre de la famille qui avait choisi le sens plutôt que le profit, et que, bien qu'il vous aime, vous n'aviez jamais compris les affaires comme lui. La pièce était silencieuse. Il nous a dit, a ajouté Bernard doucement, que ses parents étaient déçus que vous n'ayez jamais atteint ce qu'ils espéraient. J'ai hoché la tête lentement, et sur cette base, vous avez tous prévu d'assister au dîner de Noël chez mes parents où Damien mettrait en avant son succès et ses impressionnants associés en capital risque. A-t-il mentionné que je ne serais pas présente? Il a dit que vous aviez des obligations professionnelles, a dit Marc, une sorte de collecte de fonds associative que vous ne pouviez pas manquer. Non, ai-je dit, ma mère m'a désinvité. Elle a appelé ce matin pour me dire que le dîner de Noël était pour les gens qui réussissent et que les associés en capital risque de Damien seraient présents. Elle a dit qu'il serait préférable que je ne vienne pas cette année parce que je travaillais dans ce petit secteur associatif et que vous opériez tous à un niveau différent. Le silence s'est étiré. Bernard semblait sur le point de tomber malade. Nous devons être clairs sur quelque chose, ai-je dit, me penchant en avant. Je ne vous dis pas cela pour embarrasser qui que ce soit ou pour créer des problèmes. Mais vous êtes venu ici chercher un partenariat avec mon fonds. Vous vouliez un accès à mon expertise, à mon flux d'affaires, à mon parcours. Avant de discuter de cela, vous devez comprendre la situation dans son ensemble. Mademoiselle Leclerc, a commencé Bernard, je ne sais pas quoi. Laissez-moi finir. Damien est votre employé. C'est gênant pour vous et je le comprends. Mais voici ce que je dois vous faire comprendre. J'ai bâti ma carrière en silence pendant que ma famille la dévalorisait. J'ai conclu des accords de plusieurs milliards d'euros pendant qu'ils pensaient que j'organisais des collectes de fonds caritatives.
J'ai siégé à des conseils d'administration d'entreprise pendant qu'ils critiquaient mes choix de carrière. Et j'ai fait tout cela sans leur soutien, leur relation ou leur approbation. Je me suis levé, me dirigeant vers la fenêtre. Damien a passé des années à se positionner comme le succès de la famille. Il a tiré parti de la fierté de mes parents envers lui. Il a utilisé leur mépris à mon égard pour élever sa propre image. Et maintenant, il a introduit ce récit dans sa vie professionnelle en utilisant son milieu familial réussi comme partie de sa marque personnelle. Marc a parlé doucement. Nous n'en avions aucune idée. Bien sûr que non, parce que Damien est bon dans son travail et une partie de son travail consiste à créer un récit convaincant. Je me suis tourné vers eux. Mais voici ce qui me préoccupe d'un point de vue de partenariat. Damien opère à partir d'informations incomplètes. Il a fait des suppositions sur un secteur entier, associatif et de la santé, basées sur son mépris de ma carrière. S'il est si aveugle à la réalité du succès de sa propre sœur, quels autres angles morts a-t-il? Bernard s'est levé. Mademoiselle Leclerc, je dois être direct. C'est un problème important. Le jugement de Damien est compromis par son ego, ai-je terminé. Oui, nous assistons au dîner de Noël chez vos parents dans 2 jours, a dit Marc. Damien a présenté cela comme une occasion majeure. Vos parents nous attendent. Ils ont planifié toute une soirée autour de la présentation du succès de Damien. Et maintenant nous savons que la fille qu'ils ont dévalorisée et désinvitée étant fait le membre le plus réussi de la famille, a terminé le jeune associé. Du moins dans notre industrie. Bernard s'est laissé retomber sur sa chaise. C'est un désastre. Ça n'a pas à l'être, ai-je dit calmement. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez assister au dîner comme prévu et ne rien dire. Maintenir le récit de Damien. Vous pouvez assister et mentionner poliment que vous m'avez rencontré, ou vous pouvez refuser l'invitation entièrement. Que feriez-vous, a demandé Marc. Si vous étiez à notre place? J'ai réfléchi. Je réfléchirai attentivement à ce que cette situation révèle sur le caractère et le jugement de Damien. Je me demanderai si quelqu'un qui a pu si complètement mal comprendre et sous-évaluer la carrière de sa propre sœur pendant des années pourrait avoir des angles morts similaires dans son analyse professionnelle. Et je me demanderai si ces angles morts représentent un risque pour mon fonds. Bernard a hoché la tête lentement. Vous suggérez que nous devons réévaluer la position de Damien au sein du cabinet. Je suggère que vous avez de nouvelles informations sur le jugement et l'intégrité d'un employé. Ce que vous ferez de cette information est votre décision. Le timing, a dit Marc, 2 jours avant le dîner de Noël chez ses parents avec vous désinvités parce que votre mère pense que nous sommes trop importants pour vous fréquenter. Il a secoué la tête. L'ironie est cruelle. La vérité l'est souvent. Bernard s'est levé à nouveau, cette fois avec une décision évidente dans sa posture. Mademoiselle Leclerc, je dois passer un appel. Pourriez-vous nous excuser un instant? Bien sûr. Antoine peut vous conduire à la salle de conférence au bout du couloir. Après leur départ, je me suis assise à mon bureau, assimilant ce qui venait de se passer. Je n'avais rien planifié. J'avais simplement accepté une demande de réunion d'un cabinet de capital risque cherchant des partenariats. Le fait que ce soit le cabinet de Damien, que ce soit les investisseurs que ma mère pensait trop importants pour me rencontrer, que cette réunion ait eu lieu le même matin que sa désinvitation, ce n'était qu'une coïncidence. Ou peut-être était-ce inévitable. Damien avait passé tant d'années à me sous-estimer qu'éventuellement son monde professionnel et ses illusions familiales devaient entrer en collision. 20 minutes plus tard, Antoine a frappé. Ils aimeraient vous parler à nouveau. Les 3 hommes sont revenus et je pouvais voir qu'ils avaient pris une décision. Bernard a parlé le premier. Nous avons eu une conversation difficile et nous devons être transparents avec vous. Premièrement, concernant l'opportunité de partenariat que nous étions venus discuter. Nous voulons absolument la poursuivre. L'expertise et le parcours de votre fonds sont exactement ce dont nous avons besoin. Nous serions honorés d'explorer des opportunités de co-investissement. Deuxièmement, a poursuivi Marc, nous devons aborder la situation de Damien. Nous avons décidé d'assister au dîner de Noël comme prévu. Mes sourcils se sont levés, mais Bernard a ajouté rapidement. Nous allons être honnêtes avec votre famille. Pas cruel, pas vindicatif, mais honnête. Si votre carrière est évoquée. Quand elle sera évoquée, nous allons reconnaître que nous vous avons rencontré aujourd'hui, que nous poursuivons un partenariat avec votre fonds.
Et que vous êtes l'une des investisseuses en santé les plus respectées de l'industrie. Damien sera humilié, ai-je dit doucement. Damien vous humilie apparemment depuis des années, a répondu Marc. Et plus important encore, il nous a menti par omission, si ce n'est directement, sur sa situation familiale. C'est un problème de caractère que nous ne pouvons ignorer. Le jeune associé a parlé. Mademoiselle Leclerc, puis-je vous demander quelque chose? Pourquoi ne les avez-vous jamais corrigés? Votre famille, je veux dire. Pourquoi les laisser croire la mauvaise chose si longtemps? J'ai réfléchi attentivement. Parce que je voulais voir qui ils seraient quand ils penseraient que je n'avais rien. Je voulais voir si leur amour était conditionnel au succès, et je voulais construire quelque chose qui soit entièrement à moi, non lié à mon nom de famille, non dépendant de leur soutien ou de leur approbation. Et maintenant, a demandé Bernard, vous savez? Je connais la réponse. Leur amour est conditionnel. Leur respect est transactionnel, et mon succès est entièrement le mien. J'ai fait une pause. Cette dernière partie, cela vaut plus que tout. Marc a hoché la tête lentement. Pour ce que ça vaut, je pense que vous avez géré cela avec une grâce remarquable. Beaucoup de gens à votre place auraient exposé Damien il y a des années. L'exposé n'aurait rien changé, sauf prouver que j'étais mesquine. Construire quelque chose de plus grand que sa capacité à minimiser. Cela a tout changé. Nous avons passé l'heure suivante à discuter de réelles possibilités de partenariat. L'ironie ne m'a pas échappé que je planifiais des co-investissements avec les mêmes personnes qui seraient chez mes parents pour le dîner de Noël. Célébrant le fils qui avait travaillé si dur pour me maintenir désinvité. Alors qu'il se préparait à partir, Bernard s'est arrêté à la porte. Mademoiselle Leclerc, je me dois de mentionner que Damien a soumis une proposition d'investissement dans la technologie de la santé la semaine dernière. Compte tenu de ce que nous avons appris aujourd'hui sur ces angles morts dans ce secteur, nous allons l'examiner beaucoup plus attentivement. C'est sage, ai-je dit. La diligence raisonnable est essentielle. Après leur départ, je suis resté longtemps à ma fenêtre, observant la ville s'agiter en dessous. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Damien. Maman a dit que tu ne pouvais pas venir au dîner de Noël. Probablement pour le mieux. Ces investisseurs sont de haut niveau. Tu n'aurais de toute façon pas grand-chose à apporter à la conversation. Sans vouloir t'offenser. J'ai fixé le message, puis j'ai tapé une simple réponse. Aucune offense. Profite de ton dîner. Ce soir-là, j'ai appelé ma meilleure amie Sophie, qui avait été témoin des années de mépris de ma famille. Je lui ai parlé de la réunion avec Dubois et associés, de ce qui allait probablement se passer au dîner de Noël. Oh mon Dieu, a-t-elle soufflé. C'est comme regarder une tragédie grecque se dérouler. Damien n'a aucune idée de ce qui l'attend. Il n'a toujours pas à savoir, ai-je dit, si ses collègues restent silencieux. Chloé, ils ne resteront pas silencieux. Ils ne peuvent pas. Ce sont des capital risqueurs. Ils sont censés identifier la valeur et le potentiel. Tu penses qu'ils peuvent s'asseoir à la table de tes parents pendant que Damien et ta mère parlent de son impressionnante carrière et de la tienne, qui est décevante? Ils seraient complices du mensonge. Elle avait raison. Qu'est-ce que tu vas faire jeudi, a-t-elle demandé. Ce que je fais toujours. J'ai une réunion du conseil d'administration vendredi matin à préparer. Tu n'es même pas légèrement curieuse de savoir comment ça va se passer? Bien sûr que je le suis. Mais être curieuse ne signifie pas que je dois être là. Quoi qu'il arrive, arrive. Mais Sophie me connaissait mieux que ça. Tu as passé 12 ans à construire vers ce moment. Le moment où il réalise qui tu es vraiment, et tu vas le manquer? Je n'ai pas bâti ma carrière pour ce moment, ai-je corrigé. Je l'ai construite malgré leur incapacité à la voir. C'est très zen de ta part. Aussi, je ne te crois pas. J'ai souri malgré moi. D'accord, je suis curieuse, mais je ne vais pas m'incruster à leur dîner de Noël pour prouver un point. Tu ne t'incrusterais pas. C'est ta famille. C'est une famille qui m'a désinvité, Sophie. Juste. Elle a fait une pause. Mais promets-moi de garder ton téléphone chargé parce que je te garantis que tu recevras des appels jeudi. Elle avait raison sur ce point aussi. Le matin du dîner de Noël est arrivé, froid et clair. Je suis allé courir le long de la Seine, suis rentré dans ma maison de ville vide et j'ai fait du café. Mon téléphone était étrangement silencieux.
Habituellement, maman m'aurait envoyé un SMS maintenant avec un commentaire sur les préparatifs du dîner. Damien aurait envoyé quelque chose sur sa routine matinale ou son entraînement. Une subtile démonstration de réussite déguisée en partage décontracté. Rien. À 11h, mon téléphone a enfin sonné. Chloé, sa voix était étrange. Peux-tu venir à la maison? Papa, maman m'a désinvité. Elle était assez claire. C'était une erreur. Nous avons besoin de toi ici. S'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas? S'il te plaît, viens dès que tu peux. Je n'avais jamais entendu mon père parler comme ça. Petit, presque effrayé. Contre mon meilleur jugement, je me suis habillé, suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à leur maison à Neuilly-sur-Seine. La scène dans laquelle je suis entré était surréaliste. L'élégante salle à manger de mes parents, d'ordinaire le reflet d'une perfection d'accueil, ressemblait aux conséquences de quelque chose de brisé. Maman était assise à table, son mascara légèrement estompé. Papa se tenait près de la fenêtre. Damien était assis seul sur le canapé dans le salon adjacent, fixant le vide. Et à table, l'air clairement mal à l'aise, se trouvaient Bernard Dubois et Marc Morel. Tout le monde s'est tourné quand je suis entré. Chloé, a commencé maman et sa voix s'est brisée. Nous ne savions pas. Bernard s'est levé. Mademoiselle Leclerc, merci d'être venue. Je m'excuse pour les circonstances gênantes. Que s'est-il passé? J'ai regardé autour de la pièce. Marc a parlé doucement. Nous sommes arrivés pour le dîner. Votre mère nous présentait à des amis de la famille, parlant du succès de Damien. Quelqu'un a posé une question sur la sœur de Damien. Votre mère a dit que vous travailliez dans la bienfaisance et ne pouviez pas venir à cause d'obligations professionnelles. Damien a ajouté quelques commentaires sur la façon dont vous n'aviez jamais compris les affaires. Et j'ai insisté, a dit Bernard, et j'ai mentionné que nous vous avions rencontré mardi, que nous avions passé 2 heures dans votre bureau à discuter d'un partenariat entre Dubois et Associés et Leclerc Capital Santé. Le silence qui a suivi devait être spectaculaire. Votre mère, a poursuivi Bernard, n'a pas compris au début. Il a pensé qu'il y avait une erreur. Damien a dit que j'avais dû rencontrer quelqu'un d'autre nommé Chloé Leclerc. Alors, je leur ai montré le portrait dans les Échos, l'article de Challenge, le site web de votre fonds. Maman pleurait maintenant doucement. Papa semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Damien n'avait pas bougé du canapé, ne m'avait pas regardé. Votre mère a demandé pourquoi vous ne leur aviez jamais dit. Marc a dit, Damien a demandé si j'étais sûr que nous avions la bonne personne. Votre père n'arrêtait pas de dire, je ne comprends pas, je suis resté dans l'embrasure de la porte, attendant. Maman a finalement parlé. Chloé, ma chérie, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Toutes ces années nous pensions. Vous pensiez que j'étais un échec, ai-je terminé. Vous pensiez que j'étais la fille décevante qui avait choisi le travail de bienfaisance plutôt que le vrai succès. Vous pensiez que Damien était le seul à comprendre les affaires. Nous n'avons pas à commencer papa. Oui, vous l'avez fait. Vous l'avez dit constamment. Chaque réunion de famille, chaque fête, chaque appel téléphonique. Damien conduit une Tesla. Damien gère des millions. Damien nous emmène à ce restaurant, à cet événement. Et Chloé, pauvre Chloé, est toujours dans sa phase caritative. Prend toujours le train. Toujours célibataire. Parce qu'aucun homme à succès ne voudrait quelqu'un d'aussi peu motivé. Maman a tressailli. J'avais cité ces mots exacts du week-end de Pâques dernier. Pourquoi ne nous avez-vous pas corrigés, a demandé papa. Dites-nous simplement la vérité. Parce que vous n'avez jamais demandé, ai-je dit simplement. En 12 ans, aucun de vous ne m'a posé une vraie question sur mon travail. Vous avez demandé si je faisais toujours le truc de la santé ou si j'avais pensé à trouver un vrai travail. Vous n'avez jamais demandé pour quelle entreprise je travaillais, quel rôle j'occupais, ce que je faisais réellement toute la journée. Vous avez supposé et cette supposition était suffisante. Damien a enfin levé les yeux. Son visage était gris. Tu m'as laissé passer pour un idiot. Non, Damien, tu as fait ça toi-même. Je ne t'ai juste pas arrêté. Je leur ai dit, il a désigné Bernard et Marc. J'ai dit à mes collègues que ma famille comprenait le succès, que nous valorisions la réussite. Je les ai amenés ici pour leur montrer.
Pour leur montrer quoi? Que tu venais d'une famille si obsédée par les apparences qu'elle pouvait ignorer le succès réel d'un enfant tout en célébrant les réalisations plus modestes d'un autre? Que tu viens d'une famille qui valorise la perception plus que la réalité? Bernard s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous partir. Non, ai-je dit, vous devriez voir comment cela se termine. Je me suis tourné vers mes parents. Maman, quand as-tu appelé pour me désinviter du dîner de Noël? Mardi matin, a-t-elle murmuré. Mais Chloé. Et qu'as-tu dit exactement? Elle ne pouvait pas parler. Papa a répondu. Elle a dit que le dîner de Noël était pour les gens qui réussissent. Que les associés en capital risque de Damien venaient et que tu ne t'intégrerais pas. Et vous avez approuvé cette décision. Papa a baissé les yeux. Nous pensions. Nous pensions que c'était mieux. Je me suis tourné vers Damien, et toi, qu'as-tu m'as envoyé par SMS mardi après-midi? Il n'a rien dit. J'ai sorti mon téléphone, j'ai lu à voix haute. Maman a dit que tu ne pouvais pas venir au dîner de Noël. Probablement pour le mieux. Ces investisseurs sont de haut niveau. Tu n'aurais de toute façon pas grand-chose à apporter à la conversation. Sans vouloir t'offenser. Marc a littéralement grimacé. Alors, laissez-moi être clair, ai-je continué. Le même jour où ces investisseurs sont venus à mon bureau pour des partenariats, où ils se sont assis dans ma salle de conférence pour demander accès à mon expertise et à mon flux d'affaires, où ils ont reconnu le parcours supérieur de mon fonds. Ce jour exact, ma mère m'a désinvité du dîner de Noël parce que je n'étais pas assez réussi pour les rencontrer. Nous ne savions pas, a dit maman désespérément. Comment aurions-nous pu savoir? Vous auriez pu demander. À tout moment au cours des 8 dernières années, vous auriez pu poser une vraie question sur ma carrière. Vous auriez pu googeliser mon nom. Vous auriez pu remarquer quand j'ai cessé de travailler pour le secteur associatif. Vous auriez pu vous demander comment je me permettais ma maison, ma voiture, ma vie. Mais vous ne l'avez pas fait parce que vous n'étiez pas intéressé. Vous aviez déjà écrit mon histoire et il était plus facile de croire cette histoire que de découvrir la vérité. J'ai regardé Damien, et toi, tu as activement maintenu cette fiction. Tu as dit aux gens que je travaillais dans la bienfaisance. Tu as détourné les questions sur ma carrière. Tu as utilisé le mépris de mes parents pour élever ton propre succès. Pourquoi? Il a finalement croisé mon regard. Parce que tu as rendu la chose si facile. Tu n'as jamais posté tes réussites, tu n'en as jamais parlé lors des dîners de famille, tu n'as jamais corrigé personne. C'était comme si tu voulais être sous-estimé. Oui, je voulais cela, ai-je dit. Être sous-estimé est un avantage concurrentiel. Pendant que tu étais occupé à prouver ta valeur, j'étais occupé à construire. Pendant que tu fréquentais les bonnes soirées, je concluais des affaires. Pendant que tu élaborais ta marque personnelle, je créais de la valeur réelle. Et maintenant, a-t-il demandé amèrement. Quoi? Tu peux m'humilier devant mes collègues, devant nos parents. C'est ton grand moment de vengeance. Damien, si je voulais me venger, je l'aurais fait il y a des années. J'aurais pu me présenter à n'importe quel événement familial et mentionner nonchalamment mon fonds. J'aurais pu poster mon portrait de challenge sur les réseaux sociaux. J'aurais pu m'assurer que tout le monde savait, mais je ne l'ai pas fait parce que ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai bâti ma carrière. Alors pourquoi l'as-tu fait? A demandé maman, sincèrement confuse. Pourquoi construire tout cela en secret? Parce que je voulais savoir qui vous étiez tous quand vous pensiez que je n'avais rien. Je voulais voir si votre amour était conditionnel. Et je voulais construire quelque chose qui soit entièrement à moi, non lié à cette famille, non dépendant de votre approbation. Et maintenant tu sais, a dit papa doucement. Tu sais que nous t'avons fait défaut. Oui, ai-je acquiescé. Vous l'avez fait, mais je ne me suis pas fait défaut à moi-même, et c'est ce qui compte. Bernard s'est de nouveau levé. Mademoiselle Leclerc, Chloé, je pense que nous devrions vous laisser discuter de cela en famille. Nous avons suffisamment fait intrusion. En fait, ai-je dit, j'aimerais que vous restiez une minute de plus parce que je veux que ma famille comprenne quelque chose. Je me suis tourné vers Damien. Dubois et Associés est venu me chercher pour un partenariat. Ils veulent un accès à mon expertise en investissement dans la technologie de la santé. Ils veulent apprendre de mes méthodes. Ils veulent associer la réputation de leur fonds à la mienne. Cela vaut des millions pour eux en flux d'affaires et en retour.
Le visage de Damien est devenu encore plus pâle. Bernard et Marc prendront leurs propres décisions quant à l'impact de cela sur ta position au sein de leur cabinet. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. La sœur que tu as dévalorisée pendant des années, la carrière que tu as rabaissée, le succès que tu as nié, c'est ce succès-là que ton propre cabinet cherche maintenant à obtenir. J'ai regardé mes parents, et maman, papa, la fille que vous avez désinvitée du dîner de Noël parce qu'elle n'était pas assez réussie pour rencontrer les investisseurs de Damien. C'est l'investisseuse que ces investisseurs sont venus rencontrer. La pièce était absolument silencieuse. Finalement, Marc a parlé. Mademoiselle Leclerc, nous vous contacterons concernant les discussions de partenariat et Damien, nous devons vous parler en privé avant la fin de la semaine. Ils sont partis rapidement. La porte s'est refermée derrière eux, ne laissant que ma famille. Maman pleurait maintenant ouvertement. Chloé, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. La voix de papa était rauque. Comment réparons-nous cela? Je les ai regardés. Ces gens qui m'avaient élevé, soutenu Damien, m'avaient rabaissé, désinvité, et maintenant voulaient tout réparer avec des excuses. Vous ne pouvez pas le réparer, ai-je dit doucement. Pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Mais vous pouvez commencer par comprendre que mon succès ne vous concerne pas. Ça n'a jamais été le cas. Je n'ai pas bâti ma carrière pour prouver quoi que ce soit à cette famille. Je l'ai construite parce que je suis bonne dans ce que je fais. Parce que j'ai vu des opportunités que d'autres ont manqué. Parce que j'ai travaillé plus dur que quiconque n'était prêt à le faire. Nous sommes si fiers, a commencé maman. Je l'ai coupé. Ne me dites pas que vous êtes fiers maintenant. C'est le problème. Votre fierté est conditionnelle. Votre respect est transactionnel. Pendant 12 ans, je n'ai pas mérité votre fierté parce que vous pensiez que je n'étais pas réussi. Maintenant vous savez que je le suis. Et soudainement, vous êtes fiers. Ce n'est pas de la fierté. C'est un soulagement que je ne vous ai pas embarrassé. Damien s'est levé brusquement. Alors quoi? Tu en as fini avec nous? Tu as trop de succès maintenant pour ta propre famille. Non, Damien. J'en ai simplement fini de faire semblant que ton mépris ne m'a pas blessé. J'en ai fini de me rabaisser pour te faire sentir plus grand. J'en ai fini avec une dynamique familiale où l'amour et le respect dépendent du succès perçu. Alors que veux-tu, a demandé papa. Dis-nous ce que tu veux. J'y ai réfléchi attentivement. Je veux que vous compreniez que la fille que vous avez rabaissée a réussi grâce à qui elle est, et non malgré votre manque de soutien. Je veux que Damien comprenne que le vrai succès n'est pas une question d'image que l'on projette. C'est une question de valeur que l'on crée. Et je veux que vous vous confrontiez tous à la réalité que, lorsque vous avez eu le choix, vous avez préféré le confort de Damien à ma présence. Ce n'est pas à commencer maman. Si, ça l'est. Vous avez désinvité votre propre fille du dîner de Noël parce que vous pensiez qu'elle embarrasserait votre fils et réussi. C'était votre choix. Les conséquences de ce choix sont à assumer. J'ai ramassé mon sac. J'ai du travail. Vous avez beaucoup à réfléchir. Chloé, s'il te plaît. Maman s'est levée. Reste dîner. Nous pouvons en parler. Maman, il n'y a pas de dinde. Il n'y a pas de dîner. Il n'y a pas d'investisseur à impressionner. Il n'y a qu'une famille qui a fait le mauvais choix et une fille qui a passé 12 ans à construire quelque chose qu'ils n'ont jamais pris la peine de voir. J'ai marché jusqu'à la porte, puis j'ai fait une pause. Pour ce que ça vaut, je ne vous déteste pas, mais je n'ai pas non plus besoin de vous. J'ai bâti mon succès sans votre soutien. Je continuerai sans votre approbation. La voix de Damien m'a arrêté. Le partenariat avec Dubois et Associés. Tu vas le faire? Je n'ai pas décidé, ai-je dit honnêtement. Je l'évaluerai comme j'évalue chaque opportunité, sur ses mérites, sa valeur stratégique et ses rendements potentiels. Ton implication est sans importance pour ma décision. Ils vont me virer, a-t-il dit platement. Après aujourd'hui, après cette humiliation, ils vont me virer. Peut-être, ai-je dit, ou peut-être verront-ils cela comme une opportunité d'apprentissage. Dans un cas comme dans l'autre, c'est entre toi et eux. Je ne suis pas ton problème, Damien. Ton jugement est ton problème. Ton ego est ton problème. Ton incapacité à voir la réalité quand elle ne correspond pas à ton récit préféré.
C'est ton problème. Je les ai laissés là, ma mère en pleurs, mon père dévasté, mon frère humilié dans leur belle maison aux attentes brisées. Le trajet de retour vers la ville a semblé plus long que d'habitude. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que j'atteigne l'autoroute. Sophie, mes amis, même mon assistant de direction, Antoine, qui avait déjà entendu quelque chose. Je les ai tous laissés sur la messagerie vocale. Quand je suis rentré, je me suis préparé un vrai repas. Du saumon, des légumes rôtis, un bon vin. J'ai mangé seul à ma table, regardant l'horizon parisien. Mon téléphone vibrait constamment de messages, mais je les ai tous ignorés. Finalement, vers 20h, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis retourné travailler. Il y avait une réunion du conseil d'administration demain, une proposition de fusion à finaliser. 3 entreprises de mon portefeuille qui nécessitaient mon attention. Le drame de ma famille n'était que du bruit de fond. Mon travail, mon vrai travail, continuait. Une semaine plus tard, Marc Morel a appelé. Mademoiselle Leclerc, je voulais vous informer de plusieurs choses. Premièrement, nous allons de l'avant avec la proposition de partenariat. Notre équipe juridique est en train de rédiger les termes. Nous pensons que cela pourrait être très bénéfique pour les deux fonds. Je suis ravi de l'apprendre. Deuxièmement, concernant Damien, nous avons eu de longues discussions avec lui sur le jugement, l'intégrité et l'importance d'une auto-évaluation précise. Il est placé sous un plan d'amélioration des performances. Son autorité en matière de transactions est restreinte. Sa pérennité au sein du cabinet dépendra de sa capacité à démontrer un jugement amélioré. Cela semble juste. Il m'a demandé de vous dire quelque chose, a poursuivi Marc. Il m'a dit de vous dire qu'il comprend enfin que le succès n'est pas une question d'histoire que l'on raconte. C'est une question de valeur que l'on crée. Il a dit qu'il a passé des années à raconter une histoire pendant que vous passiez des années à créer de la valeur. C'est un progrès, ai-je dit. Vos parents aussi nous ont contactés. Ils aimeraient vous rencontrer, avec Bernard. Ils veulent mieux comprendre votre carrière, en apprendre davantage sur l'industrie. Ils semblent sincèrement désireux de comprendre ce qu'ils ont manqué. C'est leur choix. Est-ce trop tard, a demandé Marc doucement. Pour votre famille, je veux dire, est-il trop tard pour reconstruire cette relation? J'y ai réfléchi attentivement. Je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de voir s'ils peuvent me respecter quand je ne joue pas le succès pour eux. J'ai besoin de voir s'ils peuvent m'aimer quand je ne dépasse pas leurs attentes. Et honnêtement, je ne suis pas sûr qu'ils sachent comment. C'est sage, a dit Marc. Et Chloé, si je puis me permettre, vous avez géré toute cette situation avec une grâce remarquable. Beaucoup de gens auraient été revanchards. Vous avez simplement été honnête. L'honnêteté suffit, ai-je dit. La vérité a fait tout le travail. 6 mois après ce dîner de Noël, ma vie avait trouvé un nouvel équilibre. Le partenariat avec Dubois et Associés était florissant. Nous avions co-investi dans 3 entreprises de technologie de la santé, toutes performant au-delà des projections. Damien avait quitté le cabinet, non pas viré, mais démissionné pour rejoindre un fonds plus petit où il aurait plus de place pour grandir sans le poids des attentes. Mes parents et moi nous parlions occasionnellement, des conversations prudentes, plus honnêtes qu'auparavant, mais qui trouvaient encore leur marque. Maman s'était excusée 17 fois de 17 manières différentes. Papa m'avait enfin posé de vraies questions sur mon travail. Ils essayaient. Damien et moi nous sommes rencontrés pour un café une fois. C'était gênant mais honnête. Je suis désolé, avait-il dit. Pour des années d'égocentrisme, pour avoir utilisé ton mépris pour me soutenir, pour ne t'avoir jamais posé une vraie question sur ta vie. J'accepte tes excuses, avais-je dit. Mais Damien, tu dois comprendre que je n'ai plus besoin de ta validation. Je n'en ai jamais eu besoin. C'était toujours ton besoin, pas le mien. Je le sais maintenant. Alors que j'étais assise dans mon bureau cet après-midi de printemps, examinant les derniers rapports trimestriels, j'ai pensé à cet étrange dîner de Noël il y a 6 mois. La collision du récit de Damien et de ma réalité. Le moment où tout ce qu'il pensait savoir s'est avéré faux. Les gens me demandaient si j'étais contente que cela se soit produit, si j'avais apprécié le revirement, la justification. La vérité était plus complexe. Je n'étais pas contente que ma famille m'ait rabaissé. Je n'étais pas contente qu'ils aient valorisé l'image plutôt que la substance.
Je n'étais pas contente des années de petites piques et de cruautés occasionnelles. Mais j'étais contente d'avoir construit quelque chose qui était entièrement à moi. J'étais contente de n'avoir jamais compromis ma vision pour correspondre à leurs attentes. J'étais contente d'avoir transformé leur mépris en discipline, leur doute en détermination. Par-dessus tout, j'étais contente de m'être prouvé, non pas à eux, que le succès ne nécessite pas de validation. Que la création de valeur réelle importe plus que la performance du succès. Que être sous-estimé n'est une faiblesse que si l'on y croit. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Bernard Dubois. Affaire conclue. Acquisition de 340 millions d'euros. Vos intuitions étaient parfaites. Ce partenariat est la meilleure décision que nous ayons prise depuis des années. J'ai souri et je suis retourné travailler. Ils étaient venus à mon bureau chercher un partenariat. Ils sont repartis en comprenant que la femme qu'ils avaient rabaissée n'était pas seulement digne d'un partenariat. Elle était la norme qu'ils essayaient d'atteindre. Et quelque part à Neuilly-sur-Seine, ma famille apprenait la même leçon. Que la fille qu'ils avaient sous-estimée n'avait jamais eu besoin de leur approbation pour réussir. Elle avait juste besoin qu'ils la laissent faire. It's not really like the worst thing ever in the world. It's not something that like ruins my day, but I don't want to take classes. Like I would rather just do everything, you know, completely online asynchronous if possible. Which unfortunately that is not possible. But for tonight, we can chill, we can vibe, we can play some Red Dead and have some fun. Yeah, I appreciate you, Greasy. As always, you know that you're a homie. Range as well, always showing up, always supporting. Yeah, I'm very, very grateful, very happy to have such incredible legends in my chat. Yeah, so I think the only new thing that I have to share, chat, is I actually got a package in the mail. You know, for anyone who does not know, basically, oh shit, Range, you were playing some Demon Slayer today. What the hell? That's crazy. I didn't know that. How is the Demon Slayer game? Do you find it fun? I think I've seen the Demon Slayer game, like at least on Steam, but I've never really tried it out myself. Cause is it like a classic, you know, Street Fighter style game? Is it like you know, a battle where you have the two different enemies facing off head to head, and you do like, you know, Street Fighter or Mortal Kombat or whatever, something like that? It's the new one. Okay. Yeah. I think I've seen like clips, or I've seen videos of that one. I mean, it looks interesting, you know, the graphics looks pretty good. So that's pretty awesome, you know? But yeah. So, you know, I ended up getting a package in the mail, and you know, to give you guys the backstory about this, right? So, quite a while back, I don't know how long it's been now. Maybe like a month ago or something. You know, essentially there was this big event that happened. It was called the Cyclothon, and it was a charity event. For those of you who are unfamiliar with it, it's a charity event where you had multiple different content creators. They would basically have bicycles, and they would ride the bicycle, you know, throughout the country of Japan, right? So they would like start at one point in Japan, maybe on like the west side or the east side, and then they would like ride all the way over to a spot in the opposite side of the country, right? And so it was you know, it was a very lengthy journey, probably I would say several hundred, maybe even like, no, I think it's probably several hundred like kilometers that they, you know, rode their bicycle throughout the country, right? And so during the cyclothon, you had these content creators riding their bicycle, you know, through Japan, and basically raising money, right? So viewers could donate money to charity. They could, you know, help support
the Immune Deficiency Foundation, right? Which is a very, very, very crucial, very valuable organization that supports people with immunodeficiency, conditions, right? So this cyclothon event, it happened, I think, like a month ago, or maybe it was like longer than a month ago. And it was something very, very exciting to watch as a viewer. It's something that I find to be very entertaining and very enjoyable. You kind of get to see these content creators kind of just do really, really impressive work, and also they get to interact with one another. They get to banter and have fun, and go check out different spots in Japan. They get to eat at different restaurants. It's just overall a very, very very enjoyable, very fun, very wholesome experience, right? So during this cyclothon event, I unfortunately am not someone who is like very, right now I am not financially stable, I suppose, right? Like I don't really have a financial income of my own, and I can't really, can't really be spending any sort of like disposable income, right? So I can't really be out there throwing money around, because ultimately that money is not my money, it's my family's money, right? However, I wanted to do something to support the charity. I wanted to be a part of the big event. And what I decided to do, I actually did two different things. One is that I did donate a little bit of money to the, like directly to the charity cause, which I donated, like, it was like $13, which is not really a lot, but as they say, right, every dollar counts. And if you have 10,000 people or 20,000 people who are tuning in, who are watching, and who potentially might be willing to give like $1, right, that right there is $20,000, even just $10,000, right? That's a lot to give to charity. And so I gave a little bit of money to the charity, but also I was like, okay, I do want to kind of contribute a little bit more. So I was kind of looking at I guess like what my options were, right? Like what could I do to help support the event, while also kind of, I guess, having some like small, at least small benefit for myself. Wanted to see if there was a way that I could have like this mutually beneficial result or outcome, right? And what ended up happening is there's a content creator who I love very dearly, as a creator, as a human being. This person is someone that I respect and I admire, and I look up to them a lot. They are kind of one of the inspirations for me doing Twitch live streaming. And he is the streamer that I actually rated yesterday, by the name of Premier2, aka Pete. I think, now on Twitch he goes by twitch.tv/Peter. But Pete is, an amazing content creator, an amazing human being that I'm very fortunate. I was able to meet him IRL 1 year at TwitchCon, which was awesome. So basically what Pete did is he was like, okay, since he is, or I should say he was a part of the cyclothon, he was a member of that crew, he wanted to kind of do his own part to help support the charity cause and everything. So he made this announcement where he was like, okay, Pete has this, like, he has merchandise that he sells as a creator, right? Things that have, his logo, or that have, things that are, I guess, specific to his channel, his community. He has merchandise that he sells, and, you can go and buy it. I think it's like on Streamlabs is where it's hosted, right? So he has his merchandise that he sells, and he was like, okay, during the cyclothon, any merchandise that is purchased, 100% of the proceeds will go towards charity,
right? All of it will be donated to charity, and you know, none of it would be kind of just like for him to keep himself, right? Even though it would have been fine if he did like, oh, you know, maybe 50% of the proceeds go to charity and then 50% he keeps for himself, right? That would have been acceptable, I think, as an alternative. But he was like, no, 100% of the proceeds for the merch will go towards the charity cause, right? So he made that announcement, and I was like, ooh, you know, I've been watching Pete for years now, I think at this point. And I've always enjoyed his content, and there have been, I think in the past, there have been you know, some moments where I'm like, man, his merch is really cool, and I would love to help support him, you know, and I would love to, you know, kind of rock some of his you know, clothing that he sells, right? The merchandise, kind of show that I am a member of his community and someone who is kind of like a very happy viewer, right, of his streams and whatnot. But I think in the past I just never really had I would say in the past I never really had the like to be honest, I was kind of in the same situation that I am now, where I didn't really have the disposable financial income, right? And on top of that, I also never really had like, you know, another, I guess, another like important or valuable reason